Dans l'ombre impitoyable d'Hollywood, où les projecteurs masquent les ténèbres les plus profondes, une vérité terrifiante nous frappe en pleine face. Nous avons assisté, impuissants, à l'assassinat d'un géant. Devant nos yeux, devant le monde entier, Michael Jackson, le roi de la pop, a été éliminé. Et nous savions que cela allait arriver, parce qu'il nous l'avait dit. Katt Williams, ce prophète intransigeant de la vérité, n'a pas hésité à lâcher la bombe. Une bombe qui explose aujourd'hui avec une violence inouïe. The fact of the Mathéis, we watched this man get murdered right in front of our own motherfucking face. Ces mots résonnent comme un glas. Michael Jackson n'est pas mort d'une simple overdose. Non. Il a été sacrifié. Éliminé par les forces occultes qui règnent sur cette industrie perverse, ces déviants tout-puissants qui, en cette année 2024 maudite, voient enfin leur empire trembler. Regardez bien. Remontez le temps. En 2009, Michael annonce sa dernière série de concerts à Londres, 50 dates monumentales à l'O2 Arena. Il l'appelle « This Is It ». Ce n'est pas un titre anodin. C'est un message. Un avertissement. Un adieu déguisé. Michael savait. Il savait que ce serait son ultime apparition sur scène. Il savait qu'il ne survivrait pas à cette tournée. Son corps était épuisé, rongé par la douleur chronique née d'un accident en 1997, hanté par l'insomnie, manipulé par des médecins à la solde des promoteurs. Il savait que les requins de l'industrie, ceux qui craignaient son pouvoir immense, son influence planétaire, avaient déjà tracé la ligne d'arrivée de sa vie. Lors de cette annonce, il n'y avait aucune joie dans sa voix. Seulement une fatigue infinie. Une résignation poignante. Comme un homme qui a combattu trop longtemps les démons tapis dans l'ombre et qui, enfin, accepte son destin. Katt Williams l'a vu. Il l'a compris. He told us, and we didn't know. Nous avons ri, applaudi, acheté nos billets. Mais lui, il signait son propre arrêt de mort. Les répétitions du « This Is It » étaient un calvaire. Michael, fragile, amaigri, luttait contre la douleur et le manque de sommeil. AEG Live, le géant promoteur, exerçait une pression écrasante. Ils avaient besoin de lui debout, brillant, rentable. Ils lui ont collé Conrad Murray, ce médecin fantôme qui injectait du propofol comme on verse du poison dans une coupe. La nuit du 24 juin 2009, à la veille de la dernière répétition, Michael mangea ce qui fut probablement son dernier vrai repas, du poulet et du brocoli. Simple. Triste. Humain. Et pourtant, le soir suivant, au Staples Center de Los Angeles, il fut magique. Éclatant. Plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Il dansa, chanta, illumina la salle jusqu'à minuit. Les témoins danseurs, magiciens, techniciens jurent qu'il était heureux, revitalisé. Il remercia son équipe avec une sincérité déchirante. Tout le monde pensait que le pire était derrière eux. Que le spectacle allait enfin triompher. Mais le lendemain, le 25 juin 2009, le roi s'est éteint. Seul dans sa chambre. Étouffé par le silence d'une industrie qui n'avait plus besoin de lui une fois les billets vendus. Les mensonges officiels parlent d'overdose accidentelle. Mais nous savons. Katt Williams sait. Les vrais savent. Michael Jackson n'a pas seulement été tué physiquement. Il a été détruit bien avant, par les accusations infâmes, les raids policiers humiliants où on photographiait son corps nu, les médias qui l'ont transformé en monstre. Et pourtant, au milieu de tous ces prédateurs, un seul homme ne l'a jamais trahi, ne l'a jamais touché. Michael Jackson lui-même protégeait les enfants, et Katt Williams le crie haut et fort. Aujourd'hui, en 2024, les masques tombent. Les mensonges s'effritent. Tous ces déviants qui ont régné en maîtres absolus commencent à payer. Et Katt Williams, inarrêtable, incandescent, continue de hurler la vérité que personne n'osait prononcer. All lies will be exposed. Et malheur à ceux qui prennent mal ces paroles, car ils savent exactement pourquoi elles les brûlent. Michael Jackson n'est pas mort. Il a été assassiné. Et nous étions tous là. Spectateurs aveugles d'un crime parfait. Les dernières heures du roi de la pop s'écoulent dans un silence étouffant, comme un conte à rebours inexorable vers l'abîme. Michael Jackson, épuisé jusqu'à l'âme par des années de combats acharnés, rentre chez lui après cette répétition triomphale au Staples Center. Son corps vibre encore d'adrénaline, mais l'insomnie, cette vieille ennemie impitoyable, le tenaille déjà.
Calmer cette tempête intérieure relève du défi impossible. Il monte dans sa chambre, suivi par le docteur Conrad Murray, cet homme censé veiller sur lui, censé lui offrir le repos tant mérité avant le grand retour à Londres. Entre 1h30 et 3h du matin, Murray administre une série de sédatifs, Valium, Ativan, Versed. Dose après dose. Rien n'y fait. L'insomnie persiste, vorace, destructrice. Michael, prisonnier de sa propre chair martyrisée par la douleur chronique, supplie presque. Sa dernière requête, murmurée dans la pénombre, est déchirante d'innocence. Du lait, s'il te plaît. Du lait? Ce mot anodin cache l'horreur. Milk, c'était ainsi qu'il appelait le propofol, cette anesthésie générale puissante à laquelle il s'était accroché comme à une bouée dans l'océan de souffrance. À 10h40 du matin, Murray cède. Il injecte la substance fatale. Puis il quitte la pièce. Il laisse le roi seul avec son poison. Le lendemain midi, dans la maison de Holmby Hills, l'air devient soudain irrespirable. Kate Chase, la chef personnelle de Michael, prépare le déjeuner comme à son habitude. Des plats sains, frais, pensés pour lui et ses enfants. Salade d'épinards, poulet grillé, jus de fruits spéciaux. Elle remarque l'absence de Murray, qui d'ordinaire descend avec les bouteilles d'oxygène, une dans chaque main. Mais ce jour-là, rien. À 12h05, un cri déchire le silence. Murray dévale les escaliers, hystérique. « Va chercher Prince » hurle-t-il. Prince, le fils aîné, accourt. L'énergie de la maison bascule dans le chaos. Paris, la fille, éclate en sanglots. Les paramédics envahissent les lieux. On prie en bas, dans le salon. Aidez Monsieur Jackson à aller bien. Murmure-t-on. Puis plus rien. Le silence de la mort. Murray revient dans la chambre et trouve Michael inerte. Plus de respiration. Il tente une réanimation désespérée, mais trop tard. Le cœur du roi s'est arrêté. Dehors, les ambulances envahissent la cour, la foule se masse. Kate Chase, qui n'avait vu aucun signe de déclin, aucun indice de dépendance, est renvoyée chez elle pendant que le corps est transporté à l'hôpital. Son rêve s'effondre. Elle qui avait été réembauchée début juin, après un bref renvoi en mai. Elle qui préparait des repas pour toute la famille, parfois même pour Murray. Elle qui avait été choisie personnellement par Michael, impressionnée par son parcours à avoir cuisiné pour Macy Gray, Jamie Foxx, avoir catré un fin draisé pour Barack Obama. Et surtout, elle se souvient de ce moment touchant. C'est Prince, le fils de 12 ans, qui était venu lui annoncer que « Daddy veut que tu viennes à Londres avec nous ». Elle avait tout préparé, papier, passeport. Le départ était prévu pour le 3 juillet. Le 23 juin, Michael lui avait dit, avec un sourire fatigué mais sincère, « Je suis prêt, je suis emballé ». 2 jours plus tard, tout s'arrête. Les enquêteurs fouillent déjà. Las Vegas, Houston, domicile et clinique de Murray sont perquisitionnés. Le propofol, cette substance réservée aux blocs opératoires surveillés, devient le centre de l'attention. Murray avoue l'avoir administré régulièrement pour aider Michael à dormir. Il avoue l'avoir laissé seul. Il avoue, mais n'y avoir prescrit quoi que ce soit de mortel. Pourtant, la vérité est là, froide et implacable. Le roi n'est pas mort d'un accident. Il est mort d'un système qui l'a broyé, d'une industrie qui l'a poussé jusqu'au bord du gouffre, d'un médecin qui a franchi toutes les lignes rouges. Michael Jackson, cet homme qui ne voulait que danser encore une fois, qui ne voulait que offrir à ses fans un dernier éclat de magie, s'est éteint seul dans son lit, entouré de bouteilles d'oxygène et de mensonges. Son dernier mot fut « lait ». Un mot d'enfant. Un cri d'homme brisé. Dans les derniers mois de sa vie, Michael Jackson n'était pas seulement un artiste en quête de rédemption scénique, il était un père. Un père tendre, attentif, qui faisait de chaque repas un rituel sacré. Kate Chase, sa chef personnelle, se souvient encore de cette première rencontre, presque surréaliste. Elle arrive à la maison, et ce ne sont pas les assistants ou les managers qui l'accueillent, ce sont les enfants. Prince, Paris et Blanquet, ce petit prince Michael II de 7 ans au surnom si doux. Ils l'interrogent comme de petits adultes, « Nous aimons manger sainement », lui disent-ils gravement. Il l'approuve. Elle commence à travailler. Et très vite, un lien profond se tisse. Chaque jour, Michael s'arrangeait pour déjeuner et dîner avec ses enfants. À table, Paris prenait toujours la parole pour dire le bénédicte,
cette prière simple et pure qui enveloppait la pièce d'une lumière fragile. Des repas équilibrés, pensés pour nourrir le corps et l'âme, jus frais, salade, poulet grillé. Michael encourageait Kay à poursuivre son rêve d'écrire un livre de cuisine. Il l'a poussée, inspirée. Elle l'a fait. Le livre s'intitule Fit for a King, des recettes qu'elle lui préparait, mêlées à l'histoire de ces mois précieux passés à ses côtés. Il était une inspiration pour moi, confie-t-elle encore aujourd'hui. 14 années ont passé depuis ce funeste 25 juin 2009. Le verdict officiel est tombé, Conrad Murray a été condamné pour homicide involontaire. Une dose fatale de propofol, administrée dans une chambre sans surveillance médicale, a arrêté le cœur du roi à tout jamais. Le procès de 2011 a révélé l'horreur. Un médecin dépassé, un patient dépendant, une négligence criminelle. Le livre 83 minutes de Matt Richard et Mark Lanthorn retrace cette tragédie avec une précision glaçante. Les auteurs remontent jusqu'au 27 janvier 1984, ce jour maudit où, lors du tournage d'une publicité Pepsi, Michael subit de graves brûlures au cuir chevelu. La douleur insoutenable ouvre la porte aux antidouleurs puissants, Percocet, Demerol, et bien d'autres. Une dépendance qui s'installe, sournoise, et ne le quittera plus. Des décennies plus tard, acculé par des dettes colossales, Michael accepte la tournée épuisante de This Is It. Il n'est plus prêt, ni physiquement ni mentalement. Conrad Murray, lui-même en difficulté financière, entre dans sa vie. Les auteurs sont formels, dès leur rencontre, leur destin était scellé. Murray n'était pas l'homme qu'il fallait pour un patient aussi complexe, aussi fragile. Les médecins précédents avaient cédé aux demandes de Michael, lui procurant du propofol comme un somnifère banal. Michael, lui, se croyait invincible. Une fatalité lente, inéluctable. Pourtant, au-delà du verdict judiciaire, les ombres persistent. Les rumeurs n'ont jamais cessé. Complot, assassinat orchestré pour s'emparer de son catalogue musical inestimable, de son héritage. Certains fans crient à la machination, prétendent que Murray n'était qu'un pion, que des flacons de médicaments sous faux noms jonchaient la maison. Paris Jackson, aujourd'hui adulte, porte cette douleur comme une cicatrice vive. Dans les colonnes de Rolling Stone, elle n'hésite pas, c'était un meurtre. Tout pointe dans cette direction. Comme sa tante Latoya, elle croit que des forces obscures, attirées par l'argent et le pouvoir, ont éliminé son père. Il laissait des indices, il disait que des gens voulaient sa perte. Murmure-t-elle. Mais Paris ne pointe pas seulement Murray. Pour elle, c'est un échiquier complexe, avec de multiples joueurs tapis dans l'ombre. C'est un jeu d'échecs, et je joue mes coups avec prudence, confie-t-elle. Elle sait des choses. Elle attend son heure, espérant un jour être assez puissante pour obtenir justice. Ou du moins, que la vérité éclate enfin. Janet Jackson, elle, a choisi une autre voie. Écrasée par le chagrin et le cirque médiatique, elle a simplement éteint la télévision. Elle a fui les théories, les spéculations. Elle a voulu préserver la mémoire de son frère dans le silence. Mais pour des millions de fans à travers le monde, Michael n'est pas vraiment parti. Il vit dans chaque moonwalk, chaque note de Billy Jean, chaque sourire échangé avec ses enfants autour d'une table. Le roi de la pop a été arraché à la vie, mais son esprit danse encore dans l'éternité.